Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. C'est avec cette phrase tout à fait vertigineuse et d'apparence choquante que mon ami d'esprit Albert Camus débute son célèbre essai, publié en 1942, Le mythe de Sisyphe. Et c'est à ce moment précis que je tombe amoureux intellectuellement et existentiellement d'Albert Camus, et que je sais que cette rencontre, c'est une relation qui va durer dans le temps. Je ne me suis pas intéressé à la philosophie pour des questions morales ou éthiques, ou des questions métaphysiques. Comment vivre une bonne vie? Quelle est la nature fondamentale de la réalité? Non, c'est quelque chose de beaucoup plus viscéral, de beaucoup plus terre-à-terre. La vie vaut-elle ou non la peine d'être vécue? Vraiment, cette question m'a hanté toute ma vie. Mais comment on en vient un matin à se demander si, oui ou non, ça vaut la peine de vivre? C'est quelque chose qui nous semble tellement naturel et d'un coup, ça nous frappe comme un météore. Pourquoi est-ce que je vis? Quel est le sens de tout ça? Nous vivons un moment historique et culturel très particulier, où beaucoup d'entre nous ressentent un vide intérieur, une perte de sens, un décalage entre ce que nous désirons au fond de nous et le monde tel qu'il est. La question qu'on va se poser aujourd'hui naît au croisement de mon expérience personnelle, ce rapport particulier que j'entretiens avec l'existence, et notre mal-être collectif produit par cette époque. C'est ce vide qui nous fait face et qui progressivement est en train de dévorer tous les hommes de mon siècle. C'est cette question vertigineuse et profondément angoissante: le monde est-il vraiment absurde? Alors, beaucoup de penseurs et de créateurs dans la sphère philosophique sur YouTube se sont penchés sur la philosophie de l'absurde de Camus. Mais aujourd'hui, on va essayer de prendre la question à revers. On va essayer de faire un petit pas de côté et je vais tenter de vous livrer ma perspective sur cette question fondamentale de mon existence et qui, je le crois, est une question fondamentale pour notre siècle et les siècles qui viennent. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'éminemment rationnel. Depuis petit, je suis fasciné par le monde, tout d'abord bien sûr, par la science. J'ai toujours été doué en mathématiques. Je savais apprécier un raisonnement complexe ou un tableau rempli de formules. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, il y a une certaine beauté cachée dans la mathématique. De même, j'ai commencé à coder très jeune. Et aujourd'hui, je suis en école d'ingénieur en informatique. Et le paradigme de pensée dominant, c'est le matérialisme scientifique, justement, avec une emphase sur la mathématique et la physique. J'ai grandi avec la conviction que si on réfléchit assez, si on raisonne correctement, alors on peut tout comprendre. D'ailleurs, pour me protéger de l'irrationnel, de mes peurs, quand un événement étrange ou inexplicable se produisait, presque par réflexe, je le rationalisais pour reprendre le contrôle. Je cherchais la cause des phénomènes. Je lisais des études pour prendre mes décisions et orienter ma réflexion sur le monde. Et d'ailleurs, à certains égards, notamment quand il s'agit de la société, du monde complexe, je m'en sers toujours. J'analysais chaque chose de manière rationnelle et même je suranalysais. J'ai fait mon grand oral sur l'espace-temps en 3e. Je me suis intéressé très jeune à la physique classique avec la relativité générale d'Einstein et puis la physique quantique. Je regardais et regarde encore énormément de chaînes de vulgarisation scientifique. J'avais un tempérament plutôt froid, gouverné par la logique et la raison, et je croyais
qu'avec assez d'arguments et de raisonnements, je finirais par trouver les réponses aux plus grandes questions. Pourquoi j'existe? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi l'humanité existe? Pourquoi moi? Qui suis-je d'ailleurs? Pourquoi le monde est-il ainsi? Et je pensais que je pouvais résoudre le monde avec mon intellect pur. Et là était ma grossière erreur. Très vite, j'ai donc développé une vision en m'appuyant sur ce modèle mécaniste hérité de la physique. L'univers est une machine, une immense machine composée d'atomes et de particules, interagissant selon des lois fixes. Une mécanique froide et implacable, sans le moindre mystère. C'est là où j'essaye de vous emmener. Et plus j'avançais, plus je savais tout expliquer en détail, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et plus je ne m'émerveillais plus de rien. Et le problème, c'est que cette vision, cette mythologie, elle a un coût psychique. Elle ne laisse pas de place à l'enchantement, à la magie ou au mystère propre à l'existence. Et cela a fini par dessécher mon imagination, par me fermer à tout ce qui n'incluait pas la raison pure. J'avais des réponses sur le monde, mais j'avais rien qui puisse me permettre de vivre une vie. Et toutes ces explications, toutes ces équations n'incluaient pas les humains, leur angoisse, mon angoisse existentielle. C'est en voyant mes contemporains s'agiter sans raison véritable, à continuer à avancer comme des automates dans un monde qui me paraissait de moins en moins cohérent, avec un sérieux qui en devenait risible, comparé à leur insignifiance dans l'univers, que j'ai commencé à développer un sentiment diffus, un profond mal-être sur lequel je n'arrivais pas à mettre le doigt jusqu'à ce que je découvre Camus. C'est en première que je découvre Camus. Vous vous souvenez, en français, on étudie diverses œuvres littéraires, et parmi ces œuvres littéraires, moi j'ai lu et étudié L'étranger de Camus, et c'est avec L'étranger que je découvre la philosophie de l'absurde. Puis donc, ça m'intéresse parce que je trouve enfin un terme à mettre sur ce sentiment diffus qui m'habite. Là où avant, tout n'était que chaos et je cherchais une raison, une téléologie à tout ça, j'obtiens une réponse qui est qu'il n'y a pas de sens. Et d'abord, c'est assez terrifiant, mais après, c'est quelque chose de profondément libérateur. Et donc, ça m'intéresse vraiment, ça me nourrit dans ma réflexion sur l'existence. Et donc, je m'intéresse à son œuvre, et notamment, je finis par lire le mythe de Sisyphe. Et là, c'est une claque existentielle absolue. Et donc, dans le mythe de Sisyphe, Camus essaye de comprendre les racines de l'absurde. D'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'il naît? L'absurde, il naît dans, et c'est aussi ce qu'on ressent quand on en fait l'expérience, dans les actions les plus banales de notre quotidien. C'est-à-dire, vous vous levez un matin, vous allez dans la cuisine chercher un verre d'eau, et à ce moment-là, comme un éclair, vous avez cette question vertigineuse qui est « Pourquoi je fais ça ?» Comme s'il y avait une dissociation entre votre existence et votre conscience. C'est très particulier. Et ça se joue vraiment toujours dans la banalité et le quotidien le plus terne. Par exemple, une petite question que peut vous donner un collègue ou en allant au travail au métro. Mais ce sera jamais dans les périodes de joie intense, dans les périodes de tristesse intense, dans les périodes où il y a des vraies émotions fortes et où vous ressentez votre humanité. Et ce sera toujours dans ce qu'il y a de plus routinier dans votre vie. Et donc c'est de là que naît l'absurde. Et donc Camus recherche la racine et il découvre que l'absurde ne vient pas de l'homme, en tout cas c'est ce qu'il postule,
et il ne vient pas du monde. Il vient de cette tension entre les deux. Il écrit « Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable ». C'est tout ce que l'on peut en dire. Cette phrase est très importante, on va y revenir tout à l'heure. Ce monde n'est pas raisonnable. Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. L'absurde dépend autant de l'homme que du monde. Et donc, il pousse le raisonnement jusqu'au bout, et si on veut vraiment être absurde jusqu'au bout, il donne une solution qui est la révolte. Mais contrairement à ce qu'on pourrait en dire quand on le caricature, il ne s'agit pas de considérer que le monde est absurde et ensuite de créer son propre sens. Non, c'est plutôt comme l'impératif catégorique kantien, c'est-à-dire c'est un non catégorique. C'est oui, le monde est absurde, mais non, j'ai quand même envie de vivre. Non, je refuse de disparaître de ce monde. C'est oui, un non par défaut. Et c'est sur ce non par défaut que vous allez bâtir votre vie. Voilà ce que c'est la révolte. Et après, plus tard, il développera, il étendra la révolte au collectif, et il la précisera par l'art, par l'amour, par la liberté. Ce qui est étrange. Et c'est ce que semble soulever Étienne du Dolmen sur YouTube, dans sa vidéo, il me semble, le mythe de l'absurde. Je crois que c'est une vidéo sur Camus. En tout cas, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une contradiction entre la manière dont a vécu Camus, la manière dont il parlait du monde et des choses, et sa philosophie de l'absurde. Alors, est-ce que Camus croyait en l'absurde? Est-ce que il a changé d'avis? Ou est-ce que, justement, il a bâti une philosophie sur quelque chose dont il ne croyait pas, ou en tout cas, dont le rapport à l'existence ne pouvait pas correspondre? Par exemple, quand on lit Nocé ou L'été, on voit un Camus amoureux véritablement de la vie. Il parle de la mer, du soleil, du corps, des sensations. Il écrit dans Nocé, « Devant la mer, je comprends que mon véritable métier c'est de vivre. » Ou dans L'été, il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Et pourtant, chaque matin, le monde est reconstruit par le souffle des hommes qui l'aiment sans l'avoir choisi. Camus adorait le soleil, le sport, la fête. C'était un homme profondément ancré dans le monde sensible. Et c'est vraiment vertigineux la différence entre sa vie et la manière dont il conçoit la vie rationnellement. Et donc, la question que cela soulève, c'est est-ce que l'absurde est véritablement quelque chose d'ordre métaphysique, ou est-ce que c'est simplement une mythologie pour s'émanciper des mythologies qu'on prend beaucoup trop au sérieux? Est-ce que l'absurde est réel, ou est-ce que c'est un mythe, et plus précisément une pathologie? Et là, on en vient à la réflexion centrale, c'est que croire que le monde est absurde, c'est une pathologie. Camus était un poète. Il ne pouvait pas croire le monde absurde. Celui qui regarde le monde, qui sort de chez lui, qui voit les arbres, qui entend chanter les oiseaux, qui voit l'immensité du ciel, qui ressent la chaleur du soleil sur sa peau, celui-là ne peut pas croire le monde absurde. Croire le monde absurde, c'est une pathologie, et qui plus est, une pathologie très contemporaine. Voici le centre de ma réflexion, c'est le monde des hommes qui est absurde, mais pas le monde lui-même. Il est arbitraire, miraculeux, un heureux hasard extrêmement bien ficelé, dont nous n'arrivons pas à percevoir toutes les causes et toutes les ficelles, mais certainement pas absurde. Et si le monde n'est pas absurde, la vie, tout comme la vie avec un grand V, ne peuvent l'être non plus. Petite, oui. Minuscule, absolument, mais certainement pas futile. Mais pour réaliser cela, il faut arrêter d'être un petit être crispé et rationalisant. Ne jurez
que par la raison ne peut mener qu'à l'absurde. C'est l'équivalent de se mettre volontairement un flingue sur la tempe, de se lamenter de son emprisonnement alors que la porte est grande ouverte. L'aspect vicieux de l'absurde, c'est qu'on le généralise, qu'on l'étend à toute chose alors que c'est une pathologie purement humaine et qui a pris une place démesurée dans la modernité. Il ne faut pas confondre le monde, l'univers et le monde humain avec l'arbitraire et l'insensé de ces mythologies, de ces systèmes de normes, de son organisation sociale. Cette idée que le monde est absurde, c'est accentué par la modernité. Je vais essayer de simplifier les raisons et la création du vide ou le dévoilement du vide en deux phénomènes majeurs. La modernité hypertrophie l'individu au détriment du collectif et érode les liens de l'individu avec le monde, autant avec les autres humains, mais aussi avec la nature, avec la transcendance, avec le cosmos, avec lui-même également. L'individu est isolé, atomisé, il n'y a plus rien autour de lui. Et deuxième chose, c'est que la modernité, ou en tout cas ce qui aboutit à la modernité, tout le processus, le chemin dans lequel s'est engagé l'Occident depuis la Renaissance, c'est que elle hypertrophie l'intellect au détriment du cœur et de la dimension sensible de l'homme. Le grand paradigme philosophico-théologique dans lequel on baigne, mais qui existe depuis, je pense, qui a vraiment été mis au jour par Descartes, c'est l'individualisme. C'est-à-dire que quand on voit notre monde, quand on perçoit même tout le bain culturel, le fond de pensée, le zeitgeist, ne permet de penser qu'à travers l'individualisme. Et c'est quelque chose qui a été renforcé après, qui a été nourri par le libéralisme, par l'humanisme dans son premier sens, pas ma conception de l'humanisme, mais le premier humanisme, et surtout qui est complètement exacerbé par la culture néolibérale de notre siècle. Et donc, la deuxième chose, c'est l'hypertrophie de l'intellect. Ça, c'est depuis la montée de l'institution scientifique, ou plutôt de la structuration de l'esprit scientifique en une institution, et également avec la sécularisation du monde, qu'on appelle le désenchantement du monde. C'est la mort de Dieu de Nietzsche. Et donc, ce que nous dit Camus, c'est que l'absurde naît de la confrontation entre le silence glacial du monde, quand l'humain demande pourquoi j'existe, le monde ou ne lui répond rien, et ce besoin de sens qui se situe au cœur de l'être humain. Mais est-ce que ce silence, il est réel, ou est-ce nous qui avons oublié comment écouter? Est-ce nous qui n'entendons plus la musique du monde, qui ne parlons plus le même langage? Est-ce nous qui n'utilisons ou ne pouvons plus utiliser les bons organes pour écouter? Vous vous souvenez, tout à l'heure, nous avons lu une phrase de Camus qui disait que le monde n'est pas raisonnable. Il n'est pas possible de le saisir par l'intellect pur, par la raison. Et il y a une phrase qui m'a profondément marqué et qui m'a amené à cette réflexion dans le mythe de Sisyphe, c'est la raison lucide qui se confronte à ses limites. L'absurde n'est pas une propriété du monde. L'absurde, c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est le symptôme d'une déconnexion intérieure. Il y a une différence entre saisir le monde par l'intellect et sentir. C'est que le monde ne peut pas être saisi par l'intellect. Il faut le sentir. Il faut ressentir. Ressentir le vent sur sa peau, la chaleur sur sa peau, écouter le chant des oiseaux, voir
les biches dans la forêt, les lapins, les petits écureuils montés aux arbres. Il faut voir tout ce qu'il y a autour de soi, il faut ressentir le fait d'exister à ce moment précis, avoir pleinement conscience de son individualité, de son existence dans justement l'existence avec un grand E. L'intellect sans le cœur, cela mène inévitablement à la ruine psychique. J'ai écrit dans ma dernière lettre, j'ai vu l'état des hommes de la Terre. J'ai vu leur regard vide, leurs spasmes d'angoisse, leur teinte grisâtre. J'ai vu leur posture soumise, attendant désespérément la fin de leur calvaire, roulant leurs rochers indéfiniment, sans espérer le moindre salut. J'ai vu comment, après avoir méticuleusement aspiré tout le mystère, ils se demandent, l'air naïf, comment ils en sont arrivés là. J'ai vu comment ils se contorsionnent hâtivement pour devenir des rouages de la grande machine, abandonnant sans la moindre hésitation ce qu'il restait de beau et d'irrationnel en eux, exilant l'enfant et ses questions innocentes dans les recoins les plus sombres de leur mémoire. Je me suis surpris, avec mon intellect boursouflé, tourbillonnant dans ma tête comme une toupie folle, incapable d'arrêter la mécanique infernale de mon esprit, à espérer quotidiennement que ma fin arrive bientôt, à maudire le jour de ma naissance et l'univers qui a eu la cruauté de me faire naître, à découper avec ma scie rationalisante chaque petite excroissance qui sortait du saint discours matérialiste scientifique et de sa pureté immaculée. Nous sommes face à une véritable crise de l'insensibilité, c'est-à-dire que nous ne sommes plus capables de sentir. Nous avons mis une armure et nous ne sommes plus capables de l'enlever. Nous avons peur de vivre. Nous avons peur que l'autre nous blesse. Cela demande énormément de courage d'être vulnérable. Nous avons peur de notre fragilité en tant qu'être-humain. Nous avons peur de nous-mêmes, des monstres que nous renfermons et des monstres que forcément l'autre en face renferme. Nous souhaitons comprendre le monde pour justement nous sécuriser, pour ne plus avoir à faire face au mystère, ou plutôt à sa mutation psychique moderne, le vide. Et ça, c'est dramatique. Dès lors qu'on se remet à sentir le monde n'est plus muet. On ne peut plus se dire que le monde est froid et absurde. La culture occidentale a hypertrophié l'intellect. Et là, on va parler de la dichotomie fondamentale entre l'Orient et l'Occident. L'Orient cherche à comprendre le monde. Et toutes ces philosophies et ces systèmes de pensée, ces traditions de pensée vont dans ce sens. Alors que l'Orient a toujours cherché la contemplation. Parce que l'Orient a compris dès le début que le monde n'est pas une énigme à déchiffrer, mais une œuvre d'art à contempler. Là où l'homme occidental est dans un rapport à l'existence, un mode existentiel de l'avoir, l'homme oriental est dans un mode de l'être. C'est un rapport tout à fait différent. Et je parle de l'avoir au départ en tant que connaissance, mais petit à petit, ça s'est transformé en l'avoir matériel. La différence entre le scientifique et le mystique, c'est que le scientifique ne voit que les parties. Et évidemment, toute la méthode scientifique se base sur l'isolement des parties pour pouvoir les analyser, mais on n'a aucune vision sur le tout, alors que le mystique, lui, voit le tout dès le début. Il voit que chaque chose existe et qu'elles ont un lien entre eux. Un lien subtil, un lien qu'il n'est pas possible de voir directement, mais un lien entre eux. Et le monde est complexe. C'est ça, c'est le paradigme de pensée qu'il faut essayer d'admettre pour le prochain siècle et d'accepter. Nous sommes face à une crise spirituelle, une crise anthropologique, sans précédent. J'entends par spiritualité ce qui est de l'ordre du lien, de la relation, de la dépendance, de l'appartenance,
de l'ancrage, de l'enracinement au monde, que ce soit le cosmos, les ancêtres, de la nature ou de soi-même. Et en ce sens, on peut dire que Camus était un être profondément spirituel. Il n'y avait pas de Dieu, pas de transcendance dans sa spiritualité, mais il était dans une spiritualité de l'immanence. Il n'y a pas de but ultime, il n'y a pas de téléologie dans la philosophie de l'absurde. Mais on ne peut pas dire que le monde que propose Camus n'a pas de sens. Le monde n'est pas absurde. L'absurde est une cécité. C'est nous qui ne sommes plus capables de voir. Mais dès lors que on redonne de la place au cœur, alors nos yeux s'ouvrent à nouveau sur le monde et cela change véritablement votre vision. Et dans un prochain épisode, nous allons tenter de réconcilier science et spiritualité, Orient et Occident, individuel et collectif. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je remercie tous ceux qui me suivent déjà. Merci pour la confiance et l'attention que vous accordez à mon œuvre. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez rejoindre la quête en vous abonnant. Ce royaume possède de nombreuses portes sur la plupart des plateformes, donc vous pouvez également me suivre là-bas. Vous pouvez vous abonner à mon Substack pour recevoir mes écrits avant qu'ils ne soient publiés sur mes plateformes. Je ne sais d'ailleurs pas encore quelle part de mes écrits seront publiés, je cherche encore mon rythme. Enfin, si le cœur vous en dit, vous pouvez devenir mon mécène via mon lien Buy Me a Coffee. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une belle semaine, continuez à œuvrer, prenez soin de vous et à la prochaine.